fait, le problème du maladie, c'est qu'on entend le mot mal, tu sais. Mal a dit. Qu'est-ce qu'a dit le mal? Et qu'est-ce qu'a dit le mal? Ça suppose qu'on croit qu'il y a un bien et un mal. Alors le problème de la médecine symbolique, c'est qu'en fait, ça ne va jamais pointer quelque chose de mal qu'on doit enlever. Ça va pointer quelque chose de mal compris, de mal assimilé, de mal cru, bon, et à transformer pour que ça redevienne un bien. C'est-à-dire que le mal et le bien ont le même objectif finalement. C'est comme si on le dit d'une autre manière, c'est qu'on dit toutes les maladies ou les problématiques existentielles que l'on a, elles viennent d'un non. Un non. Non. Le premier mot que dit l'enfant, c'est papa ou maman, c'est non. Mange ta soupe, non. Bon. Donc on dit des non, parce qu'on a le libre arbitre. On peut dire non. Les animaux, les végétaux ne peuvent pas dire non, ils disent oui à la vie. Nous, on peut dire non. Et si on dit non, ça va faire une nouure. Et ça fait un mal. Parce que quand il y a une nouure, l'énergie ne circule plus. Et ça va faire ce qu'on appelle une nouure, un nœud, une maladie au final. Et cette maladie, pour la dénouer, il suffit de transformer le non en oui. Il suffit. Quand j'ai compris que tous mes problèmes résultaient des noms que j'avais posés toute ma vie à des évidences que je suis bien une fille, que mes parents sont bien comme ça, que mes sœurs sont bien comme ça, que toutes les circonstances auxquelles on dit toujours non, quand j'ai compris qu'il fallait dire oui pour que la vie coule, alors c'est pas si simple que ça, mais quand j'ai compris ça, moi j'étais, on pourrait dire entre guillemets, folle dingue. Je disais aux personnes, mais dites oui à la vie, dites oui. Mais en fait, ça ne se passe pas comme ça. Il faut dire oui à chaque circonstance pour qu'on puisse récupérer dans le non posé. Donc le non, c'est comme si on avait bloqué un événement ou une circonstance, on l'a bloqué là, jusqu'au jour où on est prêt par un travail personnel sur soi, un travail sur soi, à aller dire oui, en fait, mes parents, mon père qui était comme ça m'a beaucoup appris sur mon mental qui est pareil. Et donc là, on récupère énormément de conscience. Mais avant, quand on est jeune, comme tu le dis, on ne peut pas faire autrement que dire non, parce que pour nous, c'est impensable, impossible que la planète soit pleine de guerres avec des souffrances comme ça. On dit, c'est pas possible que la vie fonctionne comme ça. Et si, c'est pour nous enseigner en fait. Quand je dis il faut dire oui, alors certaines personnes me disent mais il faut dire oui à tout. Pas du tout. Il faut dire oui à tout ce qui s'est passé avant cet instant-là et que je ne pourrai jamais changer. Parce que si ça s'est passé, c'est que je l'ai vécu, c'est que je devais le vivre, parce que ça s'est créé. Et donc c'est un enseignement que je dois surtout, c'est du précieux, je dois surtout pas le gommer, l'effacer, l'oublier, me dissocier et le mettre de côté ou retourner dans le passé pour le changer. Certaines techniques font changer notre passé, alors que c'est notre chemin d'âme qui apprend à travers toutes ces embûches, toutes ces expériences soi-disant négatives, mais qui étaient à vivre, puisqu'on n'a pas pu faire autrement que les vivre. En fait, ça pose la question de est-ce que le monde externe existe? Pour nous occidentaux, il n'y a que le monde externe qui existe, puisqu'on est très yang, extraverti. Donc les occidentaux, il n'y a que le monde externe qui existe. Pour les orientaux, il n'y a que le monde interne. Les orientaux, c'est méditation, qigong, yoga, ascèse, bon. Et les deux mondes ont vrai, mais partiellement. Il y a bien des facteurs externes, il y a bien des facteurs internes. La question de la médecine symbolique, ça va être par quoi on agit. Et en fait, ça va nous répondre toujours par l'interne. Nous, dans notre méthode, ça va répondre toujours par l'interne. C'est-à-dire, c'est toujours le patient ou le consultant qui a la solution. C'est lui qui a la question, c'est lui qui a la réponse. La réponse, elle est derrière sa question, mais il l'ignore. Nous, là, avec les baguettes coudées, ça va dialoguer avec la partie inconsciente, invisible, pour que la conscience émerge et qu'il puisse transformer son non en oui. Mais c'est que dans son monde à lui. Nous, on n'a pas d'intervention externe, on n'a aucune action externe de notre part. Sinon, de faire les interprètes, les intermédiaires. Quand il y a un virus qui passe et que j'attrape la grippe, on dit j'attrape déjà. Bon.
ou j'ai une maladie auto-immune, quelque chose que je fabrique moi-même, c'est pas possible. Ou il y a bien des facteurs externes, il y a bien des choses qui dépendent de la météo. Et donc s'il y a des choses qui dépendent de la météo, je peux rien faire dessus. Je peux rien faire sur un virus qui passe par là et qui fait que tout le monde attrape la grippe. Et ça pose la question du coup de ce que tu viens de dire en deux secondes. Là, tu as dit, je vois mon père et puis qu'est-ce qu'il me représente pour moi? Je disais par rapport à mon père, j'ai dit non à ce qu'il était, à ce qu'il vivait, à ce qu'il faisait. Et je me suis rendu compte un jour que c'était un miroir étonnant de ce qu'il y a dans ma tête. Parce qu'en symbole, le père, c'est le père qui est aux cieux. Le masculin, il est en haut, le féminin, il est en bas sous nos pieds, la terre-mère. Et donc quand j'ai découvert ça, d'abord, ça m'a un peu ébranlée, on va dire. Et puis j'ai vu que le miroir entre mon père et ce que je lui reprochais, c'était exactement ce que j'avais dans mon mental et que j'aurais pu lui reprocher aussi. C'était un vrai miroir. Et donc là, par rapport à ces choses sur la planète qu'on refuse, nos parents sont vraiment un miroir du terrain dans lequel on s'incarne. Comment on s'incarne et qu'est-ce qu'on va devoir dépasser par rapport au père, à l'énergie masculine, au yang, et par rapport à la mère, l'énergie féminine. Ma mère, on aurait pu dire qu'elle était autiste, et moi, mon corps, en miroir, je ne l'ai jamais entendu, je ne l'ai jamais écouté. Heureusement qu'avec les baguettes, avec la médecine symbolique, je suis entrée petit à petit dans cette conscience-là, mais j'étais que dans la tête, et donc que en haut, dans quelque chose qui imposait justement au corps quelque chose de, entre guillemets, pervers, comme on entend en ce moment beaucoup de gens parler. Et donc là, c'est fabuleux d'aller voir loin comment la médecine symbolique nous permet de dire oui à notre terreau, et puis de dire oui à notre incarnation qui est un miroir du terreau. Et donc là, au niveau de l'âme, on a quelque chose de fabuleux, d'énorme au niveau conscience. Alors ça c'est bien, mais ça prend du temps. Parce qu'il faut préciser, parce que les gens vont dire « Ah ouais, moi dire à mes parents, on voit bien qu'ils ne connaissent pas mes parents. Hein. » Tu vois, parce que quelquefois c'est gratiné quand même, nos conditions d'incarnation. Mais c'est juste que le chemin il est à faire. Et rester victime des circonstances, victime de la météo, moi je donne souvent l'image, il pleut, ça me mouille. Je ne vais pas rester toute la vie à rester trempé, mouillé. Je peux aussi décider de prendre un parapluie ou de prendre un imperméable ou de ne pas sortir quand il pleut. Enfin, j'ai plein de solutions. Je ne suis pas obligé de rester victime de la météo. Et parce que rester victime, ça nous rend impuissants. Et puis quand on est victime, on cherche un sauveur. Alors là, personne ne va pouvoir nous sauver. On voit pas mal de personnes qui disent « j'ai tout essayé, je suis à bout, j'ai plus d'énergie, j'ai plus d'argent, j'ai tout distribué et il n'y a rien qui a changé parce qu'il n'y a pas de sauveur. » Et donc le sauveur, c'est en nous. Et c'est vrai que là, c'est une sacrée prise de conscience aussi de se dire si je crée tout ça en moi, donc c'est que peut-être je suis capable de le décréer. Si je suis le créateur de mes problèmes, ça c'est une clé énorme. Donc je pourrais être capable de décréer ça. Si j'ai dit non à la vie, aux circonstances, ça m'a bloqué. Si je dis oui, je me recale à la bonne place, la vie change. Et la vie change. C'est fabuleux, parce que juste ça semble simple. Mais quand on est conscient, ça éveille la conscience. Tout ce qu'on vit d'ailleurs, ça éveille beaucoup la conscience sur le fait qu'on soit créateur. En ce moment, il est de mode dans la société actuelle, dans les médias et tout, de changer le sens des mots. De dire, ben oui, bon, par exemple, mère, père, ça voulait dire géniteur, maintenant ça ne veut plus tout à fait dire ça. Quelque chose de positif, ça veut dire c'est bien. Depuis le sida et les séropositifs, séropositif, ça veut dire être dangereux ou être bientôt malade. Testé positif, ça veut dire être potentiellement dangereux. Alors que le mot positif, on devrait dire, moi j'ai été testé négatif, hein, je suis quelqu'un de négatif. Non, on dit je suis quelqu'un de positif. Bon. Le cerveau, il ne sait plus trop le sens des mots. C'est pour ça qu'on en parlait récemment avec quelqu'un, je ne sais plus qui. On se dit maintenant, quand on veut discuter, avoir un débat d'idées avec des gens, que ça démarre sur un mot, par exemple, on demande à la personne, c'est quoi ta définition de ce mot? Parce que si on n'a pas la même définition du mot,
on ne peut pas parler. Si nous, par exemple, on utilise des mots avec un concept qui est que normalement on parle de définition biologique, concrète, rationnelle. Rationnelle dans le sens matériel. Si la personne en face, elle définit le mot autrement, par exemple le mot genre, est-ce que c'est une définition biologique ou est-ce que c'est une définition existentielle? Si c'est un choix existentiel, on peut mettre ce qu'on veut. Si c'est un choix biologique, il est imposé par l'incarnation. Et du coup, on ne peut pas parler. On ne peut pas parler si on a des définitions différentes. Il faut juste se mettre d'accord ou avoir des mots différents, ou alors se mettre d'accord de quoi on parle avant. Alors ça, c'est le sens des mots. Alors après, la question suivante, c'était, est-ce que le verbe vient de l'âme? Parce que là, on vient de dire, oui, il peut venir du mental. Les je suis, par exemple, je suis un fumeur, je suis un cadre supérieur, je suis le père de 3 enfants. Tous ces je suis, c'est existentiel, c'est des trucs dans la tête, c'est des statuts qui sont temporaires, qui ne sont pas un vrai je suis. Le vrai je suis, c'est l'être. Et le je suis sans rien derrière, c'est l'être. Et alors cet être, l'âme, est-ce qu'elle peut sortir de notre verbe? Ben oui, c'est connu en psychothérapie, c'est connu dans les rêves, mais ça c'est pas du verbe, mais ça sort. Et ça sort par exemple par des lapsus. Ah mais c'est pas ça que je voulais te dire. Ben oui, mais c'est sorti. Et ça sort non seulement par le verbe, mais en écrivant aussi. Tu peux te surprendre à écrire sur l'ordinateur un article ou je ne sais pas quoi, et puis pouf, il y a un mot qui... Et tu vas voir que c'est ça qui est vrai. Parce que c'est comme une petite voix intérieure, tu sais, la petite voix d'Hélène Caddy, c'est comme si une petite voix intérieure pouvait de temps en temps s'exprimer. Alors, moi je mets un bémol, nous on l'a souvent rencontré, sur ces voix intérieures. Ce ne sont pas des voix qui parlent dans la tête. Parce qu'il y a plein de gens qui disent, moi je suis médium, il y a des voix qui me parlent, je suis guidé par des anges et tout ça. Nous, on a une tendance à se méfier de ces voix-là, parce qu'elles parlent directement dans la tête. Elles ne sortent pas par un lapsus ou par un truc... quand c'est inconscient et que ça sort comme ça, tu dis, ah, tu t'arrêtes, tu dis, tiens. Mais quand c'est un truc qui parle dans la tête et que c'est raisonné et que ça te tutoie et tout ça, moi j'ai eu ça à une époque de ma vie. C'était une petite voix, mais je la sentais qui venait de là, comme une petite voix qui me parlait. Pour mon premier livre, elle était là. Puis après, elle s'est tue. Après, elle a arrêté de parler. Et ça me semble logique qu'elle se taise, parce que si je suis guidé par une voix intérieure, je n'ai plus de libre arbitre. Ça, c'est un concept. Et puis, si je suis guidé par une voix intérieure, qu'est-ce qui me dit que cette voix, elle veut vraiment mon bien, entre guillemets, tu vois? Ça peut être un ange farceur, hein, un petit esprit farceur qui me balade. Hein. Que tu ne deviens pas une marionnette. Ben oui. Quand on a des phrases comme ça qui se répètent et qui reviennent malgré nous, j'ai eu une période où j'avais ça et j'étais déprimée et je disais toujours c'est mortel. Mais je l'ai dit 50 fois. Et un jour, une amie me dit, mais tu entends, tu dis ça, mais tout le temps, tout le temps. Et je ne le voyais pas. C'est comme si c'était en moi. Et ça voilait mon âme qui était voilée, justement, pas dans la joie. Et ça faisait exprimer, s'il n'y a pas de vie, il y a la mort. Et c'est comme si ça appelait ça. Et je pense qu'on peut être voilé parfois. Notre verbe, notre âme est voilée. L'âme, pour moi, elle rayonne la joie, elle exprime de la créativité, elle a envie de distribuer. Et si elle est voilée, on peut créer tout ce qui nous arrive comme problème, d'ailleurs. Oui, parce que notre verbe, il est créateur. Et s'il exprime à partir de là la tristesse, on va vivre la tristesse. D'ailleurs, on est super créateur pour créer le mal. Hein. Quand on regarde la planète et qu'on regarde tout ce qu'on crée, on est super bon pour créer le mal. Donc on n'est pas loin de se rendre compte que c'est nous qui créons ça. Tous les désordres climatiques, les désordres économiques, financiers, moraux, parce que la morale, elle est à la dérive aussi. Si on se rend compte que c'est nous qui créons ça, on pourrait réagir puis dire, si on crée ça, on peut créer ça. On peut inverser. Je crois que le mal, il sert surtout à ça, hein, à se rendre compte qu'un truc ne va pas. Et puis pourquoi? Parce qu'à la sortie, ça nous oblige à créer ce qu'on appelle le bien, c'est-à-dire la vie, et de devenir créateur conscient de la vie. Alors que
c'est un concept débile si nous sommes des animaux. Parce que si nous sommes des animaux, des singes par exemple, qu'on fait partie du règne animal, à ce moment-là, on n'a pas besoin de créer la vie, elle existe déjà. Donc on n'a pas besoin Non, l'humain n'est pas un animal, il est au-delà parce qu'il a le choix. Et il a le choix, en fait il a le choix de créer la vie, mais pour avoir la conscience et la joie de créer quelque chose de vivant, il faut qu'il apprenne d'abord par l'opposé. Parce que sinon il n'a pas le choix. Si c'est un animal, il dit bon ben, la nature est parfaite, la vie est parfaite. Souvent j'entends cette phrase, la vie est parfaite, elle est nickel, tout ce qui arrive c'est juste, les gens ils sont zen, ils sont là. Tout est bien, tout est parfait. Ok, moi dans ma vie personnellement non, hein. Tout n'est pas parfait. Mais ça m'oblige à réagir, ça m'oblige à chercher, ça m'oblige à faire des choix justement. Voilà, le mal, en fait, moi je verrais bien que ça nous oblige à contacter, parce que le mal, quand ça fait mal dans le corps, là, on peut être richissime, ça compte plus du tout. Là, il n'y a plus qu'une chose qui compte, c'est le corps et l'instinct de survie qui se met en place tout de suite pour qu'on trouve une solution. Déjà physiquement, aller à l'hôpital, le médecin, c'est normal, c'est comme ça. Et puis après, mettre du sens et éveiller la conscience sur le pourquoi ça m'arrive. Et là, c'est hyper important parce que justement, le mal, on peut le transformer là. On dit « Ah, je comprends pourquoi maintenant », mais il faut attendre un petit moment. Hein. C'est pas sur le coup quand ça arrive, on se casse la jambe, on va pas réfléchir. Bon, je viens de me casser la jambe, considérons la situation. Et puis, on va voir après. Non, on s'occupe d'abord du corps. Et ce qui est important, c'est on doit s'occuper du corps pour que l'âme ait envie d'y rester. Et donc ça, c'est vraiment vital pour l'évolution, pour que l'humain puisse s'éveiller. On a un véhicule, il faut l'entretenir. On a une voiture, il faut l'entretenir. C'est la même chose, c'est le même miroir que notre corps. Et si on ne l'entretient pas, on n'ira pas loin. On aura des accidents, on aura des problèmes. Et là, ça va nous retarder ou peut-être même nous stopper. Donc ce n'est pas le but. Plus jeune, j'utilisais mon corps comme un objet, en fait. Je forçais beaucoup de sport, beaucoup de trucs extrêmes, et je n'avais pas la conscience. Et je pense que c'est un manque de conscience de la valeur du corps, de l'utilité qui va nous parler quand on a mal. Et il n'y aura plus que lui, ce sera le maître à bord. Hein, on se casse la jambe, il n'y a plus que ça qui compte. Et donc, vraiment, je pense que c'est une évolution. On est, même comme un enfant, il n'a pas conscience d'avoir un corps et petit à petit, il va s'en occuper, il va avoir mal, bobo, on va le soigner, il va aimer les câlins. Mais je pense que l'humain, ou au cours de l'évolution de l'humain ou de l'âme dans les différentes incarnations, eh bien c'est comme on prend de plus en plus conscience de notre véhicule d'incarnation, de l'importance, parce que c'est lui l'interface entre les mondes pour nous renseigner de ce qui se passe à l'extérieur. Et de l'essentiel du corps, en fait. On peut l'élargir même, cette question du corps, parce que le véhicule de l'âme, c'est une trinité, c'est corps, âme, esprit. Et on ne peut pas diviser ça. Le mental essaye de diviser. Bon, le corps, il va retourner poussière, l'âme, elle va partir, l'esprit, bon, voilà, on commence à bugger, à mélanger. Si les trois sont liés, et que dans mon corps, là, il y a une expression corps, âme, esprit, les taoïstes amènent une vision différente de ça. Parce qu'ils vont dire, ils définissent un peu la même chose, hein, au niveau énergétique. Bon, polarité, c'est le plus, le moins, le zéro. Bon. Mais ils vont dire, c'est la force de vie. Et dans la force de vie, pour qu'elle puisse exprimer et prendre la décision de dire oui à ça, en fait, à l'intérieur du corps, il y a des forces de mort. Et ils vont amener la notion de ce qu'on appelle chez les taoïstes les trois vers, les trois cadavres, les trois causeurs de mort, là, dont on a fait un livre il y a quelques années, les trois épreuves qui attendent l'humanité. Et tu vas te rendre compte qu'à l'intérieur de ton corps, il y a une force de tentation qui te pousse à détruire ton corps, qui te suggère aimablement de détruire ton corps. C'est-à-dire de fumer, de boire, de faire des abus de sport, des abus ou l'obésité, oui. La malbouffe, enfin bon, hein, il y a plein d'exemples. Tu as une force qui va
te faire oublier que tu as une âme avec une mission d'âme qui va t'orienter vers des notions de bien et de mal qui sont un peu farfelues. Ce que les Chinois appelaient la demoiselle blanche, alors, la tentation de faire le bien, ça s'appelle pour eux. Et puis tu as une force qui cherche à détruire ton cerveau. Et elle est à fond en ce moment parce qu'avec les téléphones, on est 4 heures, 5 heures, 6 heures par jour sur les écrans, on avale des informations, on avale et ça fait des burn-out dans le cerveau. Ça se développe de plus en plus, des gens qui font des burn-out, parce que le cerveau devient inopérant. Le cerveau n'est plus capable de faire le tri dans les images, dans les informations qui arrivent. On fait rentrer n'importe quoi dans nos têtes, on ne censure plus les images, on ne censure plus le son. L'autre jour, on était sur une fête, il y a des trucs au niveau de nos oreilles, nous c'est impossible, ça nous fait fuir. Il y a des jeunes, ils vont rester 4 heures là-dedans. Et qu'est-ce que ça fait dans leur cerveau? Bon, et puis au niveau pas que des prothèses auditives, hein, ça fait autre chose. Et ces trois forces qui sont à l'intérieur sont des forces de la tentation qui viennent nous tester. Alors tu dis oui à ton corps, tu dis oui à ta mission d'âme, tu dis oui à ton esprit, à ton cerveau, ou est-ce que tu les laisses à la bad, à l'abandon? Ben, si tu les laisses à l'abandon, les forces de la tentation, elles vont te donner du boulot. Elles vont te dire, bah, fais ci, fais ça, et à la fin, tu es une marionnette. Et tu as juste échoué dans ta mission de devenir Dieu. Ça va si je le dis comme ça? Tu as juste échoué dans ta mission de devenir Dieu. Tu es resté une créature. Bon, bah voilà, puis tu recommences. Puis... Et ce qui est intéressant, tu vois, là, on vient de donner une nouvelle définition de la médecine symbolique, du coup, grâce à ton interview. Parce qu'en fait, la médecine symbolique, ça pourrait être une méthode qui permet de pointer là où on est faible par rapport à une force de la tentation. Là où on est faible, là où on pourrait améliorer, tu vois. Là, on pourrait dire stop. Et si tu arrives à... C'est un peu, tu m'imagines une pieuvre avec plein de racines, et tu enlèves une racine. Tu dis non, celle-là... Je lui dis non, puis après une autre, puis après une autre. Et petit à petit, en faisant ça, et en suivant le langage de l'invisible, les messages des baguettes, on peut se déprogrammer de certaines choses et devenir de plus en plus autonome et de plus en plus créateur conscient. C'est pas un truc miraculeux, c'est un travail sur soi, de lucidité, mais aidé par l'invisible. On s'est rendu compte que l'invisible, c'était une intelligence. Moi, c'est la définition de Dieu, peut-être. C'est une intelligence qui est bienveillante et qui n'intervient que si on l'appelle. C'est-à-dire que intelligente, c'est-à-dire elle a la réponse à tout. On peut lui poser n'importe quel type de question, que ce soit sur des domaines de santé, des problématiques existentielles, des blocages de vie, un manque d'argent, un manque je suis célibataire, je veux trouver quelqu'un. Bon. Il va toujours répondre. Mais il va répondre en disant « prends conscience ». Change de conscience, c'est-à-dire cette situation actuelle vient tu es soumis à une force de la tentation, tu as une peur, tu as une culpabilité, tu as un truc qui te bloque, voilà. Prends conscience de ça. Mais il va répondre parce qu'on lui pose la question. Si on ne lui pose pas de question, il va faire comme le serveur qui va amener des mousses au chocolat. Il dit « Ah, tu veux continuer à être célibataire? Bah tiens, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. » Et quand on aura marre, tu vas craquer. Et ça s'appelle la répétition. Certaines personnes vivent la même chose, le même événement, tout le temps, tout le temps. Et avec les baguettes, ce qui est intéressant, c'est que ça va remonter à l'origine dans cette vie-là. Quand est-ce que ça s'est manifesté la première fois? Quand est-ce qu'on s'est décalé? Quand est-ce qu'on a dit le non, comme on disait tout à l'heure? Et qui a induit tout ce décalage dans les espaces-temps, et donc ces répétitions du même problème symboliquement avec le père, avec un patron, avec un prof, avec le mari, avec les collègues, etc. Et on se dit, mais pourquoi ça se répète ce scénario? Et quand on a l'origine, on se dit, mais c'est ça. Et vraiment, toutes les personnes disent « Ah oui, je comprends ». Et c'est même pas « je comprends », c'est que ça leur fait un oui, dans les yeux, ça les ouvre comme ça, elles changent. Elles disent « Oui, moi je veux changer ». Alors on leur dit « Si vous ne changez pas, si vous voulez continuer comme ça, c'est possible. Vous reviendrez dans une autre vie pour la même chose, pour changer. » Elles me disent « Ah non, non, non !» Ils disent « Ah non, non, c'est bon, je veux plus, c'est bon l'expérience, je veux changer. » Le karma de l'âme, est-ce que l'âme vient avec une information à traiter? C'est ça la question en fait. Et parce que ce que tu dis, on le voit dans la petite enfance, oui,
Il y a des choses, tu vois bien, que les enfants, dès qu'ils... pourquoi il y en a qui sont malades à la naissance déjà? Il y a plein de trucs qui n'ont pas d'explication. Hein. Et le karma, la médecine symbolique nous a amené à le traiter de deux manières. C'est comme si l'âme qui est là avait des karmas qui viennent de la matière et un karma qui vient de l'esprit. C'est-à-dire le karma de la matière, c'est la généalogie, la polarité, le corps, quoi. Le terrain familial, on dit, le terrain d'incarnation. Et donc ça, c'est sûr que ça va imprimer le corps pour que l'âme se pose des questions avec son corps. Mon corps ressemble à mon père, j'aime pas, ou ressemble à ma mère, j'aime pas, j'aurais voulu différemment, ou bien j'ai les mêmes problématiques que ma grand-mère. Donc là, c'est certain que ça fait partie d'un karma. Le karma, s'entendant, j'ai quelque chose à intégrer. Alors souvent, on dit, je ne veux pas ressembler à mes ancêtres, on n'a pas vu le potentiel qui était caché derrière. Il faudrait leur demander, moi je le dis, une petite parenthèse, hein. Nos ancêtres, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu, ils ont travaillé leur place, leur personnalité, et là il faut vraiment les remercier et leur demander de l'aide. C'est ça qui est intéressant, c'est que le karma, au début, tu ne peux pas faire autrement, c'est-à-dire les 42 premières années de ta vie, tu ne peux pas faire autrement que de nettoyer les lignées, de travailler sur ta polarité et de travailler ton personnage. Et quand tu traverses les épreuves, bon, en l'occurrence pour les personnages c'est une peur, quand tu traverses ta peur, elle se matérialise toute seule, il n'y a même pas besoin d'aller la chercher, elle arrive toute seule et tu n'en meurs pas. Bon, bah, tu n'en meurs pas, oh, ok, mais tu traverses une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un moment tu dis « Ah oui, je traverse le pont, je sais qu'il y a un précipice, mais je tombe jamais dedans. » Bon, donc ça va. Et après, ça devient quelque chose de facile. Et là va émerger une vertu du personnage, qui est une vertu spirituelle de l'âme. À la fois une vertu spirituelle, à la fois une vertu émotionnelle. Et ce truc-là va faire qu'on va se rendre compte que d'un seul coup, on a un potentiel divin spirituel. On a vraiment un potentiel, chacun d'entre nous a un potentiel. Mais qu'avant, pour atteindre la face lumineuse, il faut passer par la face sombre. Mais quand tu le sais, c'est facile. Tu te dis, attends, il y a un truc qui me coince en ce moment, où je prends les baguettes, ça me l'indique, ou je cherche avec des outils comme l'énéagramme, et je vais dire, ah oui, mais là, il y a un truc qui ne va pas, c'est que je reproduis toujours le même truc, et il faut que je change. Et en fait, le karma, on l'inverse. À un moment, notre job, c'est de l'inverser. Et tu vas te rendre compte que tout est utile. La polarité, la lignée, ce que vient de dire Rose, il y a des richesses dans la lignée. Ça se trouve, on a des ancêtres qui ont été éveillés. Pourquoi on se branche sur ceux qui ont été malheureux? Ben, c'est comme quand on regarde un paysage, on voit l'ombre, on voit ce qui ne va pas. Notre œil est attiré par tout ce qui est déplacé, mal rangé, les chaises, les chaussures, ça ne devrait pas être comme ça. Mais il y a un message. Si on laisse la vie telle qu'elle est, on dit, bah, tiens, là, il y a un message, il y a de la vie, c'est pas inactif, c'est vivant. Et la vie telle qu'elle est, elle nous enseigne. Et les ombres, heureusement qu'il y a des ombres, sinon on ne verrait pas le paysage. L'ombre permet de mettre en lumière les formes, justement, tout ce qui est créé. Ça attire l'œil, donc ça attire l'âme. L'ombre attire le regard de l'âme. D'ailleurs, moi j'aime bien faire ce jeu de mots-là, entre le mal, qui pourrait être le message de l'âme, mal et l'âme. Oui, l'histoire du mal, c'est la rencontre que je fais avec le diable qui veut me tuer. Ben, c'est une histoire qu'on a vécue encore avec les baguettes coudées, c'est que notre chat, qui était plus proche de moi, c'était Mozart, il s'appelait, était un beau chat blanc magnifique. Il était un peu, bon, il me ressemblait, nonchalant, un peu comme moi. Et un jour, il commence à aller mal, il se battait avec un chat sauvage et il commence à aller mal. Mais d'aller de plus en plus mal jusqu'au moment où vraiment il est en train de mourir parce qu'il ne pèse plus rien, il n'arrive plus à aller uriner, à manger, à boire, bref. Et en prenant les baguettes, Rose, ça indique que ça me concerne. C'est-à-dire le chat, il meurt à ma place. Bon. Mais il faut quand même faire quelque chose pour le chat. Et je n'ai pas le temps de travailler plus sur moi que ça, donc je prends le chat et je l'emmène chez le vétérinaire. Et je suis aux urgences là-bas, et dans la salle d'attente, avec le panier du chat, à côté, et là, comme j'ai rien à faire, je ferme les yeux, je me branche
psychiquement, mentalement, je ne sais pas comment je fais. Et je demande à l'univers, c'est quoi qui tue le chat? Et là, je vois de sa queue, je vois l'image du chat, je vois de sa queue un tunnel qui part. Donc je rentre dans le tunnel, c'est un couloir, et je tombe sur le diable. Un petit diable rouge et noir, un petit diablotin. Et je lui dis, mais ça a été instantané, hein, ça, en 2 secondes ça dure. Hein. Je lui dis, pourquoi tu tues le chat? Sachant qu'il me tue moi, il veut me tuer moi. Et il me répond, je fais mon boulot, sans moi, l'humain ne choisirait pas de vivre. Et pouf, il disparaît. Mais moi, ça m'a sidéré ce truc. Parce que je fais mon boulot, c'est-à-dire je suis un fonctionnaire. Je fais mon job, moi je suis payé pour ça. Je suis payé pour vous tuer. Et quand on a vu Annick de Souzenel, elle nous a dit la même chose du diable. Je lui ai posé la question parce que je savais qu'elle était un peu là-dessus. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous pensez du diable? Et Annick de Souzenel, parce que 2 mois avant sa mort, on l'a vu juste avant qu'elle meure, elle nous a dit, ben, c'est un archange. Elle dit, c'est un archange, sauf qu'il fait le sale boulot. Il fait le sale boulot, il nous teste. Est-ce que tu veux être Dieu? Est-ce que tu veux être créateur ou est-ce que tu veux être une créature? Si tu veux être une créature, je te tue. Les 3 forces de la tentation qui vont tuer le corps, l'âme et l'esprit. Il dit, je fais mon boulot, sans moi, sans mon action, l'humain ne choisirait pas de vivre. Mais ça veut dire quoi? Choisir de vivre. Ça veut dire que le matin, tu te lèves et tu dis, je suis le créateur. Et pas, je suis une créature, qu'est-ce que j'ai à faire? Il faut que je fasse le café, il faut que j'aille... Non, je suis le créateur. Qu'est-ce que j'ai envie de créer aujourd'hui? Et si on se lève le matin en disant, je suis le créateur de ma vie, le diable nous laisse tranquille. La petite histoire, parce que les gens ils disent toujours, le chat, le vétérinaire n'a rien trouvé. Il a fait 2 jours de psychanalyse, je veux dire, de perfusion. Il a fait des analyses, il devait trouver deux types de bactéries possibles, donc quand les chats se battent dehors et tout. Il n'en a trouvé aucune des 2, il dit je sais pas. Donc on récupère le chat, qui va un petit peu mieux à cause des perfusions. Dans la semaine, il continue à se laisser mourir. Moi je dis bon, je veux vivre. On prend les baguettes. Rose, ça indique qu'il faut des huiles essentielles à ça de hauteur sur sa colonne vertébrale. Donc on ouvre le flacon, ben vraiment c'est bête, hein. C'est de l'information pure. Hein. On ouvre le flacon d'huile essentielle et on passe sur la colonne. On ne met même pas sur le corps. Hein. Non, il y avait 2-3 endroits. Mais il y avait 2-3 endroits, on n'a même pas cherché le sens de chaque huile et tout. On fait ça, le chat, tu lui as donné du loup, je me rappelle, on avait du loup au congélateur, il s'est jeté sur le poisson, il a commencé le loup, hein. Le loup, ouais. Et il a commencé à manger, à boire et tout, et il a encore vécu de nombreuses années, hein. Il n'a plus jamais été malade. Alors quand tu dis vivre, choisir de vivre, vivre c'est pas survivre, c'est pas végéter. Vivre c'est je me lève le matin et j'ai envie de créer ce que la vie va me proposer, mais c'est du nouveau. Parce que quand on radote pendant 10 ans, 20 ans la même chose, quand on répète et qu'on est triste, on n'est pas vivant, on survit. Et l'âme est en peine, on est triste, on déprime, on fait des burn-out. L'âme dit « je ne suis pas heureuse dans ce que tu vis là, c'est bon, tu as fait le tour de ce métier-là, change, expérimente autre chose ». Et souvent la peur de perdre nous laisse dans le même bain où on dépérit en fait. Et donc vivre, c'est vraiment créer du nouveau. Et la vie nous pousse en plus. Je vois, nous, depuis qu'on est là, moi j'étais institutrice, j'étais biochimiste, après j'ai fait de la cuisine, après j'ai fait des formations avec toi, après on a fait des vidéos, des conférences. Mais la vie nous pousse parce qu'on grandit, on s'éveille. Et donc le but c'est qu'on aille de plus en plus loin. C'est pas rester dans le même poste, c'est changer en fait. Ouais, tu avais dit une autre phrase qui est encore plus percutante. À une époque, tu avais expliqué que la vie nous avait absorbés. On était absorbés, c'est-à-dire qu'on se lève le matin, on est absorbé par nos envies de vivre. À un moment, on faisait plein d'harmonisation, on a écrit un livre par an, enfin, on a découvert une technique de soins par an, enfin, c'était complètement dingue. C'est 4-5 ans après qu'on s'est dit, mais c'était fou. En fait, on était tellement absorbés que 7 jours sur 7, on était à fond, on n'était jamais fatigué, on découvrait plein de choses, on avait envie d'aller plus loin, etc., etc. C'est comme un explorateur qui explore de nouveaux territoires. Eh bien, si on se lève avec cette intention-là, Diabolos, le diviseur, il disparaît. Ouais. Parce qu'on est en union, en création, on est en train de créer des choses.
Et le diabolos, il s'éloigne. Il ne s'occupe pas de nous. En fait, quand on commence à approcher des vertus, on n'a qu'une envie, ou l'âme, c'est la même chose, c'est le siège de l'âme, c'est le siège de ces vertus spirituelles. En fait, on n'a qu'une envie, c'est de distribuer, d'être en lien, de donner, de partager. C'est automatique. Parce que c'est comme ça, les vertus de la foi, de l'amour, de toutes ces vertus-là, c'est des vertus qui sont globales, qui sont d'âme à âme, mais tout seul, on ne peut pas être ça. Ça se révèle à travers nous, en fait. La séparation entre vie professionnelle et vie privée, c'est aussi, notre cerveau fait la différence parce que c'est pas le même lieu, c'est pas les mêmes conditions et tout. Et du coup, les gens se construisent des pôles. Tu vois, il y a souvent, enfin moi, à une époque, j'avais mon pôle professionnel qui marchait bien, le pôle social qui marchait bien, et le pôle affectif, privatif qui marchait pas. Alors j'ai un copain, il m'a dit, bah t'as 2 pieds sur 3, ça va. Mais s'il y en a un deuxième qui lâche, tu vas être mal. Hein. Et j'avais bien aimé cette définition des 3 pieds, de dire s'il y en a un qui marche pas, ça va, mais s'il y en a 2 qui foirent, et il y a des fois des gens où c'est les 3 qui marchent plus. Et là, eux, ils sont carrément... Et en fait, c'est des pôles séparés. Et c'est ça qui n'est pas juste. C'est parce qu'en fait, la vie, elle est une et indivisible. Pourquoi le travail serait séparé de la vie privée? Ça ne veut pas dire qu'on doit travailler dans le privé, mais l'idée, c'est à quoi on dédicace, à quoi on va dédier notre travail, à quoi on va dédier notre vie privée, notre vie sociale. Si on la dédie à la même intention, c'est-à-dire, par exemple, moi je suis là, je pense, pour que mon âme s'éveille et que ma conscience s'éveille. J'ai autant d'occasions que ma conscience s'éveille au travail, que dans ma vie privée, que quand je vais dans mon poulailler voir mes poules, ou que quand je vais faire une fête avec des copains. Les occasions sont toutes bonnes à prendre, parce qu'il y a une seule intention derrière. Oui, c'est l'intention, oui. C'est l'état d'esprit dans lequel on fait les choses, on vit les choses. Ouais, si on est dans un état d'esprit limité, dans un ego, dans un paraître, eh bien, on va vivre ça et ça va être limité. Si notre intention, c'est de vivre chaque instant pleinement, là, on est en train de parler, de vous parler, de te parler, de répondre. Et là, on est 100% dans la vie. Parce qu'on laisse venir ce qui doit venir, et puis quand c'est fini, eh bien, c'est à toi, on se relaie, il n'y a pas d'enjeu existentiel, on peut être vrai. Et là, c'est tranquille, en fait. Et la vie peut passer et parler. Et d'ailleurs, quand on regarde un petit peu la vie des gens, comme nous, on a vécu aussi avant, c'est que souvent, le travail, quand on est salarié, par exemple, le travail, c'est une galère. Il faut gagner sa vie à la sueur de son front. Et après, je vais profiter de l'argent que j'ai eu, pour me faire plaisir, par exemple dans ma sphère privée, je vais partir en vacances avec ma femme. Ou à la retraite. Ou à la retraite. Mais ça peut être aussi le contraire. Si je me fais chier dans ma vie privée, et vivement que j'aille au boulot. Hein. Mais dans les deux cas, il y a un monde qui est bien, puis un autre qui n'est pas bien. Il y en a un où on souffre et un où on profite, comme on dit. C'est une idée complètement divisante. Et qui n'est pas valable à la sortie. Nous, on prône l'abondance, on devrait avoir l'abondance de vie partout, dans tous les domaines. N'empêche que, Gilles, moi c'est ce que j'ai vécu avant aussi, et puis toi aussi, hein, tout le monde le vit, cette différence entre les deux, parce qu'on n'est pas conscient que ça nous enseigne, on n'est pas conscient qu'on apprend des outils, on n'est pas du tout conscient que la vie est bonne et bienveillante. J'aime bien dire ça, j'aime bien ces 2 mots, même si ça fait mal, il y a quelque chose qui est bon et qui veut nous aider à grandir. Et ça c'est pas toujours facile à vivre, mais quand même c'est l'objectif de vivre en paix.